Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour vous expliquer avec grand plaisir un nouveau cours du chapitre 1 qui est les automates programmables industriels, API. Donc tout de même, je vous invite à revoir le premier cours portant sur les systèmes automatisés afin de bien pouvoir suivre avec moi cette présentation. Dans cette première partie, nous allons tout d'abord faire un rappel sur la structure d'un système automatisé et un rappel sur les chaînes fonctionnelles. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qu'un API et voir les constituants d'un API. Nous avons mentionné dans le premier cours qu'un système automatisé est constitué de 4 parties. Donc, une partie commande, c'est la partie intelligente de notre système, c'est le cerveau de la machine, du système automatisé. Donc, il va permettre de traiter les informations et gérer le système. Ensuite, nous avons une partie opérative, c'est la partie qui va agir sur la matière d'œuvre entrante pour avoir bien sûr la matière d'œuvre sortante. Ensuite, nous avons le pupitre. Donc, le pupitre, il va permettre d'échanger des informations entre l'utilisateur et la partie commande. Donc, bien sûr, donc l'utilisateur va donner des consignes à la partie commande via les capteurs manuels. Et la partie commande, elle va renvoyer des informations ou bien des signalisations via des écrans d'affichage ou bien des ampoules ou bien des alarmes, etc. Donc maintenant, nous avons aussi la quatrième partie, c'est les éléments d'interface. Donc les éléments d'interface, ils vont assurer l'interconnexion entre les deux parties, la partie commande et la partie opérative. Donc ils sont constitués des capteurs. Donc les capteurs vont nous permettre de renvoyer des informations relatives au système et bien sûr à l'environnement extérieur. Et les préactionneurs vont alimenter la partie opérative en énergie. Donc ils vont distribuer de l'énergie à la partie opérative, bien sûr par ordre de la partie commande. De même que nous avons vu dans le premier cours qu'une chaîne fonctionnelle est constituée d'une chaîne d'information et d'une chaîne d'énergie. De même que la chaîne d'information, elle est constituée de 3 blocs: acquérir, le bloc traiter et le bloc communiquer. Donc le bloc acquérir est constitué de capteurs internes et externes qui vont nous permettre de transmettre des informations relatives au système et à l'environnement. Et elle est constituée aussi des capteurs manuels, tout ce qui est interrupteur, clavier, bouton poussoir. Donc, ces capteurs vont nous permettre de transmettre les consignes des utilisateurs. Donc ensuite, nous avons ici le bloc communiqué, donc constitué en général de liaisons filaires ou bien de liaisons sans fil. Donc il va d'un côté communiquer des ordres aux préactionnaires afin de distribuer l'énergie à la partie opérative, et en même temps, le bloc communiqué va aussi euh, afficher des messages ou bien envoyer des signalisations à l'utilisateur. Donc maintenant, je reviens au bloc traité, qui est le bloc qui nous intéresse dans ce cours. Donc le bloc traité, c'est la partie intelligente de notre système. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider à partir des informations reçues des capteurs ce que les ordres ou bien ce que le système doit faire. Donc afin de traiter les informations, plusieurs solutions ont été proposées. Donc ces solutions vont être subdivisées en 2 catégories. Donc maintenant, on a soit la logique câblée ou bien la logique programmable. Je vais donc commencer avec la logique câblée. Donc la logique câblée est réalisée autour de circuits électriques et des cartes électroniques. Donc ils vont réaliser le traitement, ils vont exécuter les traitements. Donc, et ces circuits vont traduire le comportement d'une fonction logique séquentielle ou combinatoire. Ça veut dire que nos circuits électriques et cartes électroniques, ils vont, euh, ils vont représenter un fonctionnement d'une fonction logique séquentielle ou bien une fonction logique combinatoire. Donc maintenant, cependant, la logique câblée pose quelques inconvénients.
Par exemple, toutes les fonctions logiques et séquentielles, les fonctions logiques séquentielles ou bien combinatoires sont réalisées par voie matérielle. Donc, ils sont réalisés à l'aide de circuits ou bien des cartes électroniques. Ainsi, la taille du circuit accroît avec la complexité du problème. Donc, si j'ai plusieurs fonctions logiques à représenter, donc automatiquement mon circuit va accroître. Donc le circuit électronique il va augmenter, ou bien les cartes électroniques vont augmenter. Ainsi, la logique câblée, elle est utilisée dans des automatismes simples. Donc elle n'est pas utilisée pour des problèmes de complexité élevée. Ensuite, nous avons que la moindre modification du problème entraîne la mise au point d'un nouveau circuit. Par exemple, qu'une fonction logique, par exemple, je sais pas, un circuit, je vais réaliser à l'aide de circuit une fonction logique quelconque. Donc, si je veux changer cette fonction logique, je peux pas utiliser le même circuit. Je suis obligée d'utiliser un autre circuit. Ça veut dire à chaque changement de problème, je change complètement de matériel. D'où l'apparition de la logique programmée. Donc la logique programmée est apparue pour pallier au problème de la logique câblée. Donc par exemple, nous avons tous les schémas dans cette logique programmée, tous les schémas électroniques et électriques vont être remplacés par une suite d'instructions qui vont constituer le programme. Ça veut dire nos fonctions logiques, séquentielles et combinatoires seront représentées sous forme d'instructions. Donc maintenant, les avantages, c'est que les fonctions logiques sont directement réalisées par un programme. Donc, on n'a pas besoin de matériel. Donc, on a besoin juste d'une console de programmation. On va juste programmer nos instructions. Maintenant, si jamais je veux apporter des modifications au problème, l'installation, l'installation, l'installation ne compte aucune modification. Donc, je ne vais pas modifier l'installation. Je vais juste modifier le programme. Je vais effacer les lignes erronées ou bien les lignes que je veux modifier et je vais réécrire d'autres lignes, c'est tout. Donc, dans la suite de ce cours, nous allons étudier les automates programmables industriels, les API, qui représentent une variante parmi les variantes des unités de traitement programmables. Donc, un API est un appareil électronique programmable. Donc, il peut être bien sûr programmé par un personnel informaticien, comme il peut être programmé par un personnel non informaticien. Il ne demande pas un niveau de programmation élevé. Donc, il est destiné à commander des processus industriels. Donc, ici, vous pouvez voir, par exemple, ici, nous avons un API à usage complexe, donc qu'on utilise dans des usines, etc. Donc, et ici, nous avons un petit API à usage simple, très simple. Je passe maintenant aux constituants d'un API. Donc, je vais commencer tout d'abord avec les dispositifs de communication. Donc, le dispositif de communication est constitué d'un module d'entrée et d'un module de sortie. Le module d'entrée comporte un ensemble d'adresses. Bien sûr, avec n peut varier. Le nombre d'adresses peut varier entre 8, 16 ou bien 32. Chaque adresse est connectée à un capteur. Le capteur peut être manuel, tout ce qui est bouton poussoir, etc. Donc, interrupteur, etc. Donc, ou bien il est connecté à un capteur externe ou interne. Donc, maintenant, pour le module a pour fonction de transmettre les données issues des capteurs et de l'utilisateur à l'automate. Donc, ensuite, je passe à le module de sortie. Donc, le module de sortie comporte aussi un ensemble d'adresses de sortie. Toujours, la modularité peut varier entre 8, 16 ou bien 32. Chaque adresse, cette fois-ci, il est connecté à un préactionneur ou bien un dispositif de signalisation. Donc, le module a pour fonction d'émettre les ordres au préactionneur ou bien des informations à l'utilisateur. Nous avons aussi la mémoire. Donc, notre mémoire est constituée de deux mémoires qui sont la ROM et la RAM. Donc, la ROM, c'est la mémoire morte. C'est la mémoire morte qui va contenir le système d'exploitation. Donc, le contenu de cette mémoire n'est pas modifiable.
Ensuite, nous avons une mémoire vive RAM qui va contenir les données et les instructions des programmes à exécuter. Donc maintenant, les données que contient la RAM peuvent être subdivisées en 3 catégories. Donc nous avons les variables d'image des entrées, variables image des sorties et les variables internes, tout ce qui est compteur et temporisation que nous avons déjà vu dans le graphe 7. Donc maintenant, pour l'utilité de ces 3 types de variables, nous allons voir ça dans la suite de cette présentation. Ensuite, nous avons un microprocesseur. Donc, le microprocesseur va réaliser toutes les fonctions logiques, que ce soit séquentielles ou bien combinatoires. Et en même temps, il va exécuter des opérations de calcul. Ensuite, nous avons aussi comme fonctionnement du microprocesseur la réalisation des opérations de comptage et de temporisation, bien sûr. Et il va surtout organiser l'interconnexion entre les dispositifs de communication et la mémoire. Comme remarque, j'ai noté ici que la capacité de la mémoire peut être augmentée. Donc, il suffit juste d'ajouter des barres mémoire comme on fait dans les PC. Il n'y a pas de problème avec ça. Comme je viens de mentionner dans la diapo précédente, j'ai dit que le microprocesseur va assurer l'interconnexion entre les dispositifs de communication et la mémoire. Donc, cet échange d'informations ou bien cette interconnexion va être effectué à travers des bus internes. Donc, bien sûr, le type d'informations qui vont circuler entre les deux mémoires, il est de nature binaire. Ensuite, nous avons un module d'alimentation qui va permettre de distribuer aux différents éléments de l'API une énergie électrique nécessaire au fonctionnement et qui est d'ordre 24 volts. D'accord? J'insiste sur 24 volts. En général, les API travaillent sur 24 volts. Ensuite, nous avons une console de programmation. C'est le matériel dans lequel il est installé le logiciel de programmation en relation à l'API. Donc ici, nous avons une console de programmation. Donc la console de programmation, elle peut être un ordinateur. Donc dans l'ordinateur, il est installé le langage de programmation de l'API. Donc on va programmer les instructions, puis on va les transférer ou bien les sauvegarder dans la mémoire. J'ai donc terminé la première présentation du cours API. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous invite bien sûr à continuer à suivre avec moi la deuxième présentation. À très bientôt.